au Polysécure, épisode spécial sur lequel on va traiter de la loi 64 qui a des effets très importants sur la modification de la protection des renseignements personnels. Je suis avec Simon. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Nicolas Loïc, Simon Duperron. Je suis avocat chez Borden Ladner Gervais dans le groupe de respect de la vie privée et protection des renseignements personnels. Super, donc tu es vraiment bien placé pour répondre aux questions et vraiment nous expliquer qu'est-ce que ça va avoir comme effet cette nouvelle loi-là, puis d'ailleurs qui est déjà en application au moment où on se parle puisque la sanction a été faite le 22 septembre passé. Donc je vais commencer avec une question qui va vraiment établir la base. C'est qu'est-ce qu'un renseignement personnel et qui touche la loi, qui doit appliquer la loi? Qui c'est? Oui, mais excellente question parce que c'est la question préalable, si on veut, de l'application de toutes ces nouvelles modifications-là et de la loi sur le secteur privé. En fait, le projet de loi 64 modifie les deux principales lois en matière de protection des renseignements personnels au Québec, soit la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels dans le secteur public, qui s'applique au secteur public comme son nom l'indique et aux organismes publics, et la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, qui est également comme son nom l'indique, s'applique au secteur privé et plus particulièrement aux renseignements personnels qui sont détenus par une entreprise au sens du Code civil du Québec. Donc, le Code civil du Québec, à l'article 15-25, donne une définition assez large de qu'est-ce qui constitue une entreprise qui est définie comme une activité économique organisée. Et toutes les personnes qui exploitent une entreprise au sens de cette définition-là vont être sujets à la loi sur le secteur privé quand elles détiennent des renseignements personnels. Un renseignement personnel a la même définition dans le secteur public et dans le secteur privé au Québec, et c'est un renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de l'identifier. Donc, c'est important que ça soit lié à une personne physique. Si c'est lié à une personne morale ou un renseignement qui concerne une autre entreprise ou un organisme, on ne parlera pas de renseignement personnel. Et il doit y avoir un potentiel d'identification. Et le projet de loi 64 vient préciser d'ailleurs dans le secteur privé que l'identification, elle peut être soit directe ou indirecte. Donc, si on a votre nom, Nicolas Loïc, avec votre code postal, votre adresse, mais c'est assez clairement un renseignement personnel. Mais en même temps, si on a plusieurs renseignements, Nicolas, votre nom, ou juste l'animateur du podcast Polysécure, qui a enregistré tel podcast à telle date, à tel endroit, bien, on peut vous identifier de façon indirecte. Donc là, ces renseignements-là vont être des renseignements personnels. Très intéressant. Justement, ça vient baliser le qui est quoi. Essentiellement, là, le projet de loi, la loi maintenant, vient beaucoup normer comment les entreprises doivent justement aborder le renseignement personnel et comment il est. Est-ce que tu peux nous détailler ça un peu? Oui, en fait, un des objectifs principaux de la loi 64, c'est d'assurer une plus grande responsabilité puis une plus grande imputabilité en fait des entreprises à l'égard de leur gestion des renseignements personnels. Et pour ce faire, il inclut plusieurs nouvelles exigences sous un chapitre qui s'appelle les responsabilités relatives aux renseignements personnels. Notamment dans ces exigences-là, on va avoir le fait que dans chaque entreprise, il va y avoir la personne qui exerce le plus haut poste au sein de l'entreprise, donc le PDG, normalement, d'une entreprise, va avoir la responsabilité d'être la personne en charge de la protection des renseignements personnels. Cette personne-là peut déléguer cette fonction-là à l'interne ou à l'externe à une autre personne. Et on pense que dans les grandes entreprises, ce ne sera pas le PDG qui va nécessairement assurer ces responsabilités-là. Mais avec ce poste-là vient plusieurs responsabilités, notamment d'adopter certaines politiques de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, puis de définir les rôles des individus dans l'entreprise par rapport à c'est quoi leur responsabilité pour chaque division sur la protection des renseignements personnels, également participer au programme de gestion des incidents de confidentialité, être impliqué quand il y a un incident de confidentialité, participer aux évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, qui est une nouvelle obligation également dans ce chapitre-là, où est-ce que les entreprises vont devoir
procéder à ces évaluations-là qu'on connaît parfois mieux en anglais sous le terme Privacy Impact Assessment. C'est ce qui consiste à évaluer un projet dès le début du projet, un projet qui va impliquer une collecte de renseignements personnels, puis c'est certains types de projets, là, c'est l'acquisition, le développement ou la refonte de projets de systèmes d'information, mais c'est quand même une définition assez large. Et donc, quand ces projets-là, qu'une entreprise ou un organisme public, parce qu'on a la même obligation dans le secteur public, vont vouloir lancer des nouveaux projets impliquant des traitements de renseignements personnels, par exemple, s'ils veulent changer leur système de paye, par exemple, qui gère la paye de leurs employés, mais ils vont devoir faire une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée préalable à ce projet-là pour identifier des mesures d'atténuation peut-être qui pourraient être prises pour réduire l'impact sur la vie privée. Puis bon, la personne en charge de la protection des renseignements personnels va être impliquée là-dedans également. Donc ça, c'est des nouvelles obligations en matière de responsabilité qu'on ne trouvait pas avant dans la loi sur le secteur privé et dans D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ce rôle-là, ce nouveau rôle-là qui vient d'apparaître. Je crois qu'il peut être délégué, mais en dehors de l'entreprise aussi. Oui, il y a eu un amendement qui a été apporté là, en commission parlementaire pour préciser que le poste peut être délégué à toute personne. Et donc, au niveau juridique, si on interprète le terme toute personne, mais on peut en comprendre que ça peut être tant à l'interne qu'à l'externe. Je pense que c'est un peu inspiré aussi d'une situation en Europe où est-ce qu'on peut voir que des privacy officers ou des data protection officers peuvent être externes à une organisation dans certains contextes. Effectivement, de toute façon, en Europe, ça, pour les petites, ici aussi pour les petites entreprises, ça va être très, très favorable d'avoir justement cette délégation-là, parce que je pense pas que toutes les entreprises ont les moyens ou la capacité d'avoir quelqu'un dédié à ce rôle-là. Par curiosité, parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être sollicités pour avoir ce rôle-là à l'extérieur de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des responsabilités ou de l'imputabilité de cette personne-là qui lui est transmise, donc elle est poursuivable au nom où c'est l'entreprise qui demeure responsable et cette personne-là agit au meilleur de ses capacités? C'est l'entreprise qui, ultimement, demeure responsable, si on veut, au niveau juridique de la protection des renseignements personnels. Donc, même si la personne responsable est confiée à l'externe, penser que comme cette personne-là conseille l'entreprise ou du moins voit à la gouvernance de l'entreprise en matière de protection des renseignements personnels, mais que les renseignements sont détenus par l'entreprise, c'est elle qui va demeurer responsable. Même chose quand des renseignements sont transmis, par exemple, à un fournisseur de services, l'entreprise qui les transmet demeure responsable de la gestion de ces renseignements-là. Donc, s'il y a un pépin ou quelque chose qui arrive chez le fournisseur, l'entreprise conserve une responsabilité au niveau légal. Toutefois, l'administrateur de cette entreprise-là ou le dirigeant, qui peut être la personne responsable de protection des renseignements personnels, si elle lui a été déléguée ou si elle n'a pas été déléguée puis elle est la personne la plus haute, elle peut avoir une responsabilité personnelle, être engagée si elle commet une infraction spécifique à la loi. Donc ça, c'est déjà le cas sous la loi sur le secteur privé, puis ça reste le cas actuellement. Mais du moins, à ce que je sache, on n'a pas de cas de jurisprudence où c'est arrivé. C'est très, très rare, même à travers le monde, de voir les dirigeants avoir leur responsabilité ou même être poursuivis pour des pratiques en matière de gestion des données. Oui, peut-être on va voir ça. Considérant que le changement de cadre juridique va se faire, j'imagine que ça va peut-être évoluer dans le temps d'ailleurs, parce que dans la loi, il y a maintenant une capacité de poursuite du citoyen face à l'entreprise. Fait que tout ça va être intéressant de voir l'évolution de tout ça. Puis aussi, la loi aussi vient encadrer tout le mouvement ou le cycle de vie de l'information au sein de l'entreprise davantage que ça l'était avant. Oui, effectivement, surtout le concept d'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, qui est, si on veut, un mécanisme pour adopter une approche de protection de la vie privée dès la conception, privacy by design, implique que les entreprises vont devoir concevoir tout le cycle de vie d'un renseignement personnel au sein d'un projet ou au sein de leur organisation,
c'est selon. Donc, tant au niveau de la collecte, parce qu'il y a quand même plusieurs obligations dans la loi. Après ça, au niveau de l'utilisation de ces renseignements-là, il y a encore des balises. La conservation, il faut mettre des mesures de sécurité, donc il y a des balises également. Puis même pour ce qui est de la destruction ou de l'anonymisation, qui est une nouvelle alternative proposée par la loi 64, là, il y a également des critères. Donc, c'est sûr que les entreprises, quand ils vont devoir regarder leur plan de conformité pour la nouvelle loi 64, ils vont devoir le décliner en fonction de toutes ces étapes-là, parce que c'est vraiment comme ça que la loi est divisée. Oui, est assez clair sur ce qui est nécessaire, dont une certaine gouvernance, puis ça va être nouveau pour beaucoup d'entreprises, d'avoir une gouvernance de leurs informations, surtout informations personnelles, fait que ça va être intéressant de voir ce cheminement-là et justement le volet très sain qu'il y a de ce côté-là. Il y a aussi des obligations de rapporter, de faire des rapports à la commission d'accès aussi, là. Oui, une grande nouveauté, si on veut, qui est pas si nouvelle dans le paysage de protection des renseignements personnels au Canada, parce que c'est déjà une obligation qui est présente au niveau fédéral, puis qui est également présente en Alberta. C'est une obligation de signaler les incidents de confidentialité à l'autorité responsable de la protection des renseignements personnels, donc à la Commission d'accès à l'information au Québec. Il va désormais y avoir cette obligation-là dans la loi sur le secteur privé, dans la loi sur l'accès également. Et donc, les entreprises vont devoir, lorsqu'il y a un incident de confidentialité, qui est une définition assez large, c'est-à-dire un accès non autorisé, une utilisation non autorisée d'un renseignement personnel ou une communication non autorisée d'un renseignement personnel ou la perte de renseignements personnels ou tout autre atteinte lié à la protection des renseignements personnels. Donc, la définition est assez large. Quand il y a cet incident de confidentialité qui présente un risque qu'un préjudice soit causé, qu'un préjudice sérieux soit causé aux individus, là, ils vont devoir notifier la CAI et les personnes concernées. Donc, c'est un critère qui ressemble beaucoup à celui qu'on trouve déjà sous la loi fédérale puis sous la loi albertaine. Puis je pense que c'est l'intention du législateur également d'harmoniser ce régime-là pour que parce que c'est quand même une détermination que les entreprises doivent faire là, quand il y a un incident de OK, est-ce qu'on avise pas, est-ce que ça va chercher un certain critère. Donc, je pense que les entreprises qui sont déjà familières avec cette évaluation-là sous les autres lois vont pouvoir peut-être être plus favorisées pour faire ces nouvelles déterminations-là. Mais c'est sûr que pour les entreprises, toutes les entreprises sont assujetties à la loi québécoise puis qu'il n'y avait pas encore cette obligation-là, mais ils vont devoir s'y mettre parce que c'est sûr que de ne pas notifier la CAI ou ne pas notifier les individus lorsqu'un incident de confidentialité a eu lieu puis où est-ce qu'il y avait cette obligation-là, ça va pouvoir faire l'objet de sanctions. Là. OK. Est-ce qu'on a couvert tout le volet des nouvelles responsabilités pour les entreprises ou il y a d'autres choses que j'ai oublié de poser des questions? Je pense qu'on a fait un bon tour de ces nouvelles responsabilités-là. Également, il y a la question d'adopter des politiques et des pratiques de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels qui est un peu plus accentuée là, dans le projet de loi 64. Je pense que c'était quelque chose que les entreprises, du moins dans une large mesure, faisaient déjà, mais là, c'est vraiment une obligation prévue dans la loi. Puis, sinon, peut-être un truc qui pourrait rentrer également dans le volet responsabilité, c'est l'obligation de protection par défaut des renseignements personnels lorsqu'une entreprise collecte des renseignements personnels au moyen de technologies. En fait, lorsqu'ils collectent des renseignements personnels avec des outils technologiques qui ont des paramètres de confidentialité, les entreprises vont devoir s'assurer que ces paramètres-là soient fixés au plus haut niveau de confidentialité sans que les individus doivent intervenir, donc doivent aller modifier les paramètres. C'est pas encore très clair pour nous quelles sont les conséquences pratiques et le champ d'application de cette disposition-là, qui est vraiment assez nouvelle en son genre au Québec. Mais c'est sûr que ça va faire partie de ce que les entreprises vont devoir se demander en amont de OK, là, est-ce que nous, on utilise des outils technologiques avec des paramètres de confidentialité offerts au public? Qu'est-ce que nos paramètres sont fixés au niveau le plus protecteur par défaut? Ça va être quelque chose à penser également.
Oui, ben ça va être très intéressant d'amener, puis de toute façon, on va voir comment l'application va se faire dans le temps. Puis c'est justement ce qui suit comme question. La loi aussi modifie beaucoup les pouvoirs de la CAI et son importance dans l'ensemble de l'application de ces mesures-là. Oui, en fait, une chose que je pense les commissaires à la vie privée à la grandeur du Canada et le commissaire fédéral également réclament depuis plusieurs années, c'est d'avoir plus de pouvoir en matière d'application de la loi. Eh bien, la CAI va être servie. La CAI se va confier tout un mandat d'administrer et d'imposer des sanctions administratives pécuniaires en vertu de la loi sur le secteur privé. Donc, il y a vraiment un nouveau régime de sanctions qui vient d'être créé parce qu'actuellement, ce qu'on avait, c'était des sanctions pénales pour certaines infractions spécifiques. Les sanctions pénales vont donc être poursuivies par une division pénale et c'est pas des sanctions administratives. Et là, maintenant, il y a tout ce nouveau régime-là de sanctions administratives qui seraient imposées par la CAI, mais la CAI va devoir publier, puis c'est un des articles, va devoir publier un cadre d'application de ces sanctions-là. Donc, on va avoir plus d'informations, là, si on veut, par rapport à comment est-ce qu'ils vont les appliquer. Puis, je pense qu'au début, ça pouvait faire quand même peur pour plusieurs entreprises, mais lors des commissions parlementaires, ça a été assez clair que le but de ce régime-là, c'est de favoriser la conformité à la législation et non de punir. C'est plus le régime pénal qui vise la punition. Le régime administratif vise plus la conformité, mais néanmoins, ce régime-là va couvrir assez large, c'est-à-dire que n'importe quelle collecte, utilisation, communication, conservation, destruction de renseignements personnels qui contrevient à une disposition de la loi pourrait faire l'objet d'une sanction administrative dont le montant peut aller jusqu'à 10 millions de dollars ou 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise pour une année. Donc, c'est quand même des sanctions qui peuvent être très, très, très salées. Sauf que, il va y avoir un processus où est-ce que la CAI va envoyer des avis de non-conformité, l'entreprise va pouvoir remédier aux défauts, va également pouvoir s'engager auprès de la CAI à prendre des mesures pour remédier à cela. Donc, ça ne va pas nécessairement dire qu'une sanction, une contravention égale une sanction de 10 millions de dollars. Il ne faut pas penser comme ça. Mais c'est sûr que en lien avec la responsabilité, comme on parlait, quand on sait qu'il y a des sanctions importantes qui peuvent être prises, mais c'est sûr que ça crée une pression au niveau de la conformité. Oui, ben ça aide un peu la réflexion et la mise en application de ces éléments-là. Effectivement, tout ce processus là, pénal et administratif qui est associé, est-ce qu'il y a des recours et comment c'est appliqué? Est-ce que c'est la commission elle-même ou la commission se tourne vers les tribunaux pour l'accompagner? Mais pour ce qui est du régime administratif, c'est vraiment un régime de sanctions qui va se dérouler au sein de la commission. C'est pas super clair, puis ça c'est un peu étrange parce que c'est quand même quelque chose de majeur, mais c'est pas super clair c'est qui précisément qui va imposer ces sanctions-là, parce que la loi mentionne une personne désignée par la commission qui ne fait pas partie d'une de ces divisions. Ça crée un peu un flou, parce que la CAI a deux divisions, une division juridictionnelle puis une division surveillance. Donc, on aurait pu penser que ça serait une nouvelle division qui serait une division administration des sanctions. Est-ce que ça serait une personne dans ces divisions? Mais là, non, ça va être quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va être dans la CAI? Dans la CAI, ça ressemble... C'est pas super clair, mais comme je l'ai dit, il y a un cadre d'application qui va devoir être publié là-dessus, donc on devrait avoir des réponses sous peu. Donc, pour ce qui est du volet administratif, c'est ça. Pour ce qui est du volet pénal, c'est vraiment une poursuite qui se fait devant la division pénale de la Cour du Québec. Puis ensuite, là, c'est vraiment les règles de procédure dans les tribunaux qui s'appliquent. En fait, la CAI devient poursuivante, là, si on veut. Là. Donc, ce n'est plus elle là, qui devient la personne qui va juger. Ça va vraiment être un juge, mais la CAI va dire, il y a eu telle sanction, ça contrevient à la loi et tout ça. Ça, c'est très intéressant. Troisième volet, puis très important aussi, ça change des choses pour le citoyen ou dans le fond, ou comme utilisateur, où nos informations se trouvent à être protégées. Donc, on a des droits supplémentaires et on a des présomptions supplémentaires qui apparaissent par rapport à ce que la loi apporte.
Oui, mais c'est sûr qu'un autre des objectifs principaux du projet de loi 64, maintenant la nouvelle loi, c'est de renforcer le contrôle que les citoyens peuvent avoir sur leurs renseignements personnels. Les 3 ministres qui se sont succédés en tête de ce projet de loi-là ont toujours mentionné cet objectif. Le contrôle individuel est principalement opérationnalisé par le mécanisme du consentement dans notre loi, ce qui demeure le cas avec la loi 64 et même, je dirais, qui renforce le consentement en prévoyant que celui-ci doit être spécifique, distinct, en ajoutant certains critères pour la validité du consentement. Ceci étant dit, la loi apporte également une certaine souplesse par rapport à la nécessité de demander le consentement en toutes circonstances. Puis je pense que c'est quand même une bonne chose parce que les citoyens se rendent compte que c'est pas en appuyant, j'accepte que nécessairement leurs renseignements personnels sont mieux protégés. Donc, c'est pas avec des demandes de consentement qu'il y a nécessairement une meilleure protection. Donc, il y a quand même certaines souplesses avec des exceptions pour certaines utilisations et également une forme de consentement implicite là, qui est reconnu quand on se fait donner des informations. On va utiliser vos renseignements pour telle fin. Puis là, si vous fournissez vos renseignements, bien, on comprend que vous consentez à ce qu'on les utilise pour ces fins-là. Donc, ça vient un peu clarifier le jeu et ça impose plus d'exigences de transparence aux entreprises. Donc, justement, là, les entreprises vont devoir être très transparentes, s'assurer que leur politique soit bien claire, rédigée en langage clair, que les fins d'utilisation, de communication de leurs renseignements soient bien mentionnées. Donc, ça va permettre d'améliorer, si on veut, la confiance des citoyens envers les entreprises dans la gestion des renseignements personnels. Sinon, pour ce qui est des nouveaux droits en tant que tels, des droits qui ne se retrouvaient pas avant dans la loi sur le secteur privé, mais on a un nouveau droit à la portabilité des renseignements qui va permettre aux individus de demander de recevoir leurs renseignements personnels dans un format technologique structuré et couramment utilisé. Ça, c'est les termes que la loi désigne, mais le format précis n'est pas précisé parce que, bon, ça dépend du type de renseignement, mais on peut penser à des formats qui pourraient être des PDF ou des différents types de formats qu'une personne va pouvoir consulter, obtenir ces renseignements et voir qu'est-ce que l'entreprise avait sur elle. Elle va également pouvoir demander à ce que ces renseignements-là soient envoyés à une autre organisation et qu'ils soient envoyés dans un format qui va permettre à l'autre organisation de les utiliser. Donc, ça vise à ce que les individus puissent dire moi je veux changer de fournisseur, par exemple, envoyez mes informations à l'autre fournisseur, puis assurez-vous que le transfert va bien fonctionner. Puis il va y avoir un droit à ce que ce soit fait. Sinon, il y a également un nouveau droit à la désindexation qui est introduit, qui permet de formuler des demandes pour que un hyperlien qui va être rattaché à un renseignement personnel qui nous concerne soit désindexé d'un moteur de recherche, par exemple. Et il y a certains critères, là, ce ne sera pas une demande automatique, il y a vraiment une pondération qui va devoir être faite, puis les entreprises qui indexent des renseignements personnels vont devoir bien prendre en compte ce nouveau droit-là parce que c'est quand même assez... c'est une analyse juridique en soi là, d'examiner est-ce qu'on va chercher un certain critère qui commande la désindexation. C'est vraiment un balancement là, du droit au public à l'information versus le droit au respect de la vie privée. Donc, c'est pas un exercice qui est nécessairement simple et facile à faire, mais il va y avoir ce nouveau droit-là qui va permettre, dans certaines circonstances, à des individus qui, mettons, un certain renseignement traînait puis vraiment avait un impact négatif là, sur leur vie, de pouvoir obtenir cette désindexation-là. Très intéressant. Il y a aussi le traitement automatique qui est un encadrement spécifique là, où on pourrait y mettre l'intelligence artificielle ou tous les systèmes qui font ce genre de choses-là. L'entreprise doit déclarer, le citoyen a le droit des droits spécifiques aussi par rapport à ça. Là. Oui, une autre inspiration du règlement européen en matière de protection des données qu'on retrouve dans la loi 64, c'est une disposition spécifique au traitement automatisé de renseignements personnels.
Grosso modo, qu'est-ce que cette disposition-là vient dire? C'est que lorsqu'une décision, lorsqu'une entreprise prend une décision qui est fondée exclusivement sur un traitement automatisé de renseignements personnels, qui utilise vraiment le terme exclusivement, ce qui rend la disposition avec un champ d'application peut-être plus réduit, si on veut, parce qu'il faut vraiment que la décision soit entièrement fondée sur ce traitement automatisé-là de renseignements. Traitement automatisé qui n'est pas défini, donc ça laisse à l'interprétation qu'est-ce qui constitue un traitement automatisé. On n'est peut-être pas nécessairement obligé d'avoir des algorithmes d'intelligence artificielle super sophistiqués là, pour être visés par cette disposition-là. Et donc, une fois qu'on a une décision sur l'individu qui est fondée sur un traitement automatisé, les organisations vont devoir tout d'abord informer la personne que la décision en question elle a été prise à l'aide d'un traitement automatisé. Ça, c'est une chose. Ensuite, si la personne fait une demande pour avoir plus d'informations, l'entreprise va devoir lui donner les renseignements personnels qui ont été utilisés. Donc, pour calculer telle chose ou pour prendre telle décision, on a utilisé ces renseignements-là à votre sujet. Ensuite, c'est peut-être là où est-ce que ça se course un peu plus. Les entreprises vont devoir donner les raisons et les principaux facteurs qui ont mené à la décision. C'est pas super clair à quoi est-ce qu'on fait référence ici. Je pense que c'est vraiment une obligation d'explication. Donc, les entreprises vont pas nécessairement devoir dire, ben voilà le code source de notre algorithme, puis prenez ça, vous allez comprendre. C'est une certaine explicabilité qui doit entrer en œuvre. Et ensuite, bien sûr, un droit de rectifier les renseignements. Donc, si on dit on a pris la décision avec tel renseignement, puis que là, la personne dit, bon, mais ce renseignement-là, il n'est pas exact, c'est plus ça ma situation, ben bien sûr, il va falloir rectifier. Et ça va pouvoir mener à une révision parce qu'il y a également une possibilité de présenter des observations à l'entreprise. Donc, il y a comme un droit c'est pas un vrai droit à la contestation parce que l'entreprise n'est pas obligée de réviser les décisions automatisées, mais la personne doit pouvoir formuler des observations. Et puis là, ben, si l'entreprise dit, on pense que vos observations ou vos arguments sont pas satisfaisants, on révise pas la décision, mais la personne peut toujours se plaindre à la CAI. Et là, la CAI pourra, elle, peut-être forcer l'entreprise à réviser la décision. C'est un petit peu ça la mécanique, là. C'est très intéressant parce qu'on s'en vient dans un monde de décision automatique. Puis justement, la connexion, en tout cas, pour moi, la question connexe à ça, c'est parce que souvent, ces algorithmes-là sont protégés par des droits d'auteur ou des brevets. Est-ce que brevet, c'est moins grave parce qu'il est protégé, mais on peut le voir. Le droit d'auteur, lui, empêcherait potentiellement au secret commercial à un citoyen ou même peut-être à la CAI de pouvoir accéder à ce processus de décision-là. Mm-hmm. Ben c'est un très bon point au sens où on a vu aux États-Unis dans certains litiges qui ont mis en cause des algorithmes qui étaient développés par le privé. Est-ce que la question du secret commercial est invoquée pour empêcher, si on veut, les plaignants d'avoir accès aux informations. On n'a pas encore une situation similaire au Québec au niveau juridique, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui peut se profiler. La notion de secret commercial existe en droit québécois, donc les entreprises peuvent invoquer les secrets commerciaux de leurs algorithmes. Puis d'ailleurs, ça a fait l'objet de discussion pendant la commission parlementaire, là, entre autres en lien avec le droit à la portabilité dont je parlais plus tôt, parce que il y a un amendement qui vient dire que les renseignements qui ont été inférés ou qui ont été créés par l'entreprise à partir des renseignements des individus ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de portabilité parce que ça pourrait permettre à des individus d'envoyer des renseignements qui ont été développés grâce au travail, si on veut, ou à les algorithmes de l'entreprise, les envoyer à un compétiteur, de dire moi je veux qu'ils soient envoyés à l'autre. Donc, c'est sûr que la notion de secret commercial là est présente, mais elle se balance avec le droit à l'explicabilité, qui même s'il n'est pas formulé super clairement, comme j'ai dit, le fait d'obtenir une explication là, des raisons et des principaux facteurs qui mènent à une décision, ça vient quand même faire intervenir un droit à l'explicabilité. Puis bon, on peut aussi parler des garanties procédurales d'une certaine manière qu'on pourrait appliquer peut-être par analogie dans un contexte de décision automatisée, même si on est au secteur privé, au sens où est-ce qu'on prend une décision qui a un impact sur vous. C'est sûr aussi que la disposition ne mentionne pas, contrairement par exemple au RGPD, là, en Europe, la disposition dans le projet de loi 64, elle ne mentionne pas le critère d'importance de la décision. Donc,
c'est pas les décisions qui ont une importance particulière. Par exemple, on vous refuse un prêt ou on vous refuse une admission à l'université. Ou c'est vraiment toute décision qui est fondée exclusivement sur un traitement automatisé. Donc, est-ce que dans certains contextes, une décision en apparence assez banale là, qui a été prise de façon automatisée, puis là, la personne veut s'acharner et dire non, je veux vraiment savoir, ou non, je veux contester ça. Puis ben là, la CAQ va peut-être dire ouais, c'est pas proportionnel, mais une décision plus importante, je pense qu'on va s'attendre à ce que il y ait une explicabilité puis une transparence accrue de la part des entreprises. Là. Ben, ça va être intéressant d'avoir la jurisprudence qui va découler de ça, puis justement comment ça va forger les choses à venir. Un élément intéressant dans les données citoyennes, le cookie. Le fameux tracker, le cookie, il a été explicitement exclu dans la loi québécoise, contrairement à la loi au RGPD, par exemple. Je pense que tu as vu un peu les débats. Qu'est-ce qui a mené à ce retrait-là? Parce qu'il y a eu un peu d'émotion dans la communauté de la cybersécurité par rapport à ce retrait-là. Ouais, les cookies ont été exclus d'une disposition, n'ont pas été exclus là, si on veut, de lance pas une exclusion globale de la loi comme certains, par exemple, les renseignements qui sont publiquement accessibles, on les exclut de la loi parce que c'est des renseignements qui, dans le fond, sont déjà publiquement accessibles, puis des renseignements qui doivent recevoir une protection. Les cookies ont été exclus de l'article 9.1 qui apporte la protection par défaut là, que je mentionnais plus tôt. Donc, l'obligation de s'assurer que dans des paramètres de confidentialité d'un produit ou d'un service technologique qui est offert au public, donc une application, un site web, un jouet connecté, ces paramètres-là sont fixés au niveau le plus protecteur sans que la personne fasse une intervention. Là. Mais les cookies ont été exclus de cette disposition-là. Je pense qu'il y a dû y avoir des représentations là, de la part de certains acteurs de l'industrie pour démontrer un peu que pratiquement il y avait certains cookies, certains types de cookies que si on appliquait ce raisonnement-là devrait être le plus protecteur, on pouvait empêcher certains services ou certaines fonctionnalités technologiques de même avoir lieu. Donc, je pense que les gouvernements ont voulu pas non plus être complètement anachroniques, là, si on veut, dans leur législation. Sauf que la disposition ne précise pas le type de cookies. On sait qu'il y a beaucoup de types de cookies différemment, là, des cookies de performance, des cookies plus de fonctionnalité et tout ça. C'est pas mentionné. C'est vraiment les paramètres de confidentialité d'un cookie. Donc, on peut penser que tous les cookies en général vont être exclus de cette disposition spécifique-là, sauf qu'il y a d'autres dispositions qui pourraient peut-être s'appliquer aux cookies. Par exemple, il y a un article 8.1 qui a été introduit qui vient dire que quand on a des technologies qui peuvent faire de la localisation, de l'identification ou du profilage, ces technologies-là doivent être, on doit informer la personne qu'on les utilise, puis on doit lui donner l'option de les activer. Donc, en d'autres termes, si on donne à la personne l'option de les activer, c'est qu'au départ, il n'était pas activé. Et donc là, est-ce qu'un cookie pourrait être une technologie de profilage dans certains cas? Peut-être, dépendamment de l'utilisation que l'entreprise en fait. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça veut dire qu'on doit les désactiver? Mais ils sont pourtant inclus à l'autre article. Fait qu'il y a quand même une incertitude là, en ce moment, je dois dire, là, en ce qui concerne l'impact de la loi sur les cookies, sur tout l'écosystème de la publicité qui utilise ces types de technologies-là. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment au balbutiement, là, mais la CAI risque de venir donner certaines directives à ce sujet-là parce qu'il y a une certaine incertitude. Là. Oui, puis globalement, c'est très intéressant de voir ça, de comment voir les choses vont évoluer. Là, on va dans le dernier bloc sur les moments d'application de chacune de ces dispositions-là, parce qu'au printemps passé, une des très grandes inquiétudes du milieu d'affaires, c'était que tout arrive d'un coup, puis qu'on doive se conformer à 100% des changements législatifs, ce qui, heureusement, en cours de chemin, n'est pas le cas. Ça se fait en 3 étapes. Il y a des choses immédiates, des choses dans 1 an, dans 2 ans et dans 3 ans. Est-ce que tu peux exposer ça un peu? Oui, tout à fait. Initialement, je pense que le projet de loi 64 prévoyait que tout allait être entré en vigueur après 1 an.
un an à partir de la sanction. Là, comme tu l'as dit au début du podcast, la sanction a été donnée le 22 septembre 2021. Et puis, l'entrée en vigueur est divisée en 3 phases. Donc, la grosse majorité des dispositions, des modifications vont entrer en vigueur dans 2 ans. Donc, en septembre 2023. Et certaines dispositions, certains éléments rentrent en vigueur dans 1 an, donc 2022. C'est principalement toute la question des incidents de confidentialité, donc l'obligation de notifier les individus par rapport aux incidents de confidentialité. Il y a également une exception qui est introduite dans un contexte de transaction commerciale, parce que souvent dans une transaction commerciale, les entreprises doivent se communiquer des renseignements pour évaluer la transaction, puis on n'avait pas cette exception-là. Ça a été ajouté. Également, un nouveau régime pour communiquer des renseignements personnels à des fins de recherche. Ça a été ajouté. Là, on sait que actuellement, il y a un régime où est-ce qu'il faut avoir une autorisation de la part de la Commission d'accès à l'information. Puis là, après ça, il faut conclure une entente. C'est assez compliqué là, parce qu'il y a un délai lié à obtenir cette autorisation-là de la part de la CAI, en plus de tous les autres délais quand on fait de la recherche. Et là, il y a un nouveau régime qui enlève cette autorisation-là, mais qui demande quand même certaines évaluations. Donc ça rentre en vigueur dans 1 an. Puis, sinon, il y a également la nouvelle désignation d'une personne responsable là, en matière de protection des renseignements personnels, toute la responsabilité là, dont on parlait plus tôt, qui entre en vigueur dans 1 an. Sinon, le reste rentre en vigueur dans tout le reste dont j'ai pu discuter là, rentre en vigueur dans 2 ans. Et il y a une disposition, donc le droit à la portabilité, ce que je mentionnais plus tôt, là, le fait de pouvoir obtenir ces renseignements dans un format là, technologique pour les envoyer à une autre entreprise. Ça rentre en vigueur dans 3 ans. La seule disposition qui rentre en vigueur dans 3 ans, et je crois que ça reflète les enjeux opérationnels, les enjeux techniques pour les entreprises de pouvoir mettre en œuvre ce type de demande-là. Là. C'est effectivement la portabilité la plus compliquée des 3. Puis d'ailleurs, pour avoir travaillé avec certaines compagnies avant que le projet de loi sorte, il y a certains éléments là-dedans qui vont être ardus de mise en application. Fait que j'ai hâte de voir comment tout ça va s'appliquer dans le réel. Fait que là, le chrono est commencé. Là, on a moins d'1 an maintenant. Dans le fond, on a 11 mois là, techniquement au moment de l'enregistrement pour que la première vague de mesures soit mise en place, qui est quand même assez léger, en espérant que le restant s'en suive par la suite. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais rajouter qu'on n'a pas couvert, qui seraient importantes? Je pense qu'on a couvert beaucoup d'éléments. Il y a peut-être un élément là, qui est quand même assez important en lien avec le recours à des fournisseurs de services. La loi sur le secteur privé va maintenant permettre une pratique qui est assez courante là, en milieu commercial de transmettre des renseignements à un fournisseur de services sans aller chercher le consentement de toutes les personnes concernées par ces renseignements-là, mais à condition de prendre une entente contractuelle qui va vraiment obliger le fournisseur à protéger les renseignements personnels. Donc ça va être introduit sur le secteur privé. Puis si le fournisseur est situé à l'extérieur du Québec, mais là, il y a un régime supplémentaire qui vient s'appliquer. Ce régime-là commande une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée spécifique au transfert à l'extérieur du Québec qui va devoir, oui, considérer les mesures de protection qui vont être mises dans le contrat, mais qui va également devoir considérer le régime juridique qui s'applique dans l'État, dans le pays où est-ce qu'on envoie les renseignements. Donc ça va demander une évaluation accrue là, de la part des entreprises parce que ça va vraiment être du cas par cas, puis chaque transfert, va devoir être évalué à la lumière du régime juridique de destination. Donc ça, c'est quand même quelque chose que les entreprises vont devoir penser si elles font affaire avec des fournisseurs de services qui sont situés à l'extérieur du Québec, ce qui est inclus dans une autre province canadienne. Mais bon, je pense que le régime juridique dans les autres provinces canadiennes est quand même relativement similaire à celui du Québec. Donc, ça va peut-être pas nécessairement poser des grands problèmes de faire affaire avec ces fournisseurs-là, mais quand même, il y a des évaluations qui vont devoir être faites. Très intéressant. Je te remercie énormément. C'est un très bon survol. Je vais mettre dans les show notes les liens par rapport à ce que vous avez déjà publié, les différents
PDF que tu m'as envoyé justement pour m'aider à poser des bonnes questions. Et je vais mettre justement des contacts. Si les gens veulent avoir plus d'informations, veulent creuser les choses davantage, bien, ils vont pouvoir te contacter directement. Super. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Merci.